Bonjour à toutes et à tous et merci de nous joindre dans la salle de presse de la Commission européenne. Merci également de nous suivre en direct en ligne et sur Europe by Satellite aujourd'hui, le jeudi 7 octobre. J'ai seulement une annonce pour vous aujourd'hui. Je voudrais donc vous rappeler que le Conseil de la Justice, le ministre de la Justice est réuni aujourd'hui à Luxembourg pour le Conseil Justice. Le commissaire Didier Reynders y participe pour représenter la Commission. Les ministres feront le point sur les travaux menés par le parquet européen en présence de Laura Kövesi, la procureure en chef du parquet. Le commissaire Reynders présentera brièvement les résultats de la 6e évaluation du Code de conduite visant à lutter contre les discours de haine illégaux en ligne, qui a été publié aujourd'hui. Lors d'un déjeuner de travail, les ministres discuteront de la question des poursuites stratégiques altérant les débats publics et de la nécessité de protéger les journalistes contre les recours abusifs. Une conférence de presse avec le commissaire Reynders aura lieu à la fin des travaux, donc vers 17h30. Vous pouvez bien évidemment la suivre sur Europe by Satellite et comme d'habitude, je vous invite à garder vos questions aux sujets qui sont discutés par la réunion des ministres pour cette conférence de presse. Et voilà, avant de passer à vos questions, je tiens à vous rappeler que notre commissaire Ylva Johansson tiendra un point de presse au coin VIP suite au Forum européen de haut niveau sur la protection des Afghans en danger. Le point de presse aura lieu à 13h aujourd'hui. Et avec ceci, nous pouvons passer à vos questions. Merci de soulever votre main en direct ou bien en ligne si vous avez des questions pour nous aujourd'hui. Je vois déjà la main de Tania qui est levée. Donc, Tania, you have the floor. Online. Tania Milevska, l'agence de presse macédonienne. J'ai 2 questions sur la Macédoine et la Bulgarie, mais à mon avis, c'est pour Christian et Adalbert. Je ne pense pas que ce soit pour Anna cette fois. Ma première question concerne les déclarations du président bulgare concernant le recensement en Macédoine, dont il semble faire une condition préalable à l'ouverture, en tout cas au feu vert bulgare pour l'ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord. Donc il estime qu'il faut qu'il y ait 120 000 Bulgares recensés en Macédoine. Donc est-ce que la Commission considère ça une tentative de se mêler des affaires intérieures de la Macédoine du Nord? Est-ce que c'est acceptable pour vous? Et il a également mentionné les Macédoniens qui ont un passeport bulgare. Et il y a eu, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais des critiques de la part de la Commission il y a un certain temps sur la façon dont ces passeports sont délivrés de la part de la Bulgarie aux citoyens macédoniens. Je pense que c'était la même chose avec les Roumains et les Moldaves. Donc je voudrais savoir s'il y a une position de la Commission sur la façon dont on délivre des passeports bulgares aux citoyens macédoniens également. Ça c'est, donc je pense pour Christian. Et l'autre, c'est sur Frontex. La Bulgarie n'a toujours pas signé Frontex avec la Macédoine du Nord. Et du coup, j'ai une question technique. Est-ce que la Macédoine du Nord est tenue de respecter l'accord Frontex si cet accord n'est pas signé? Voilà, merci. Merci beaucoup, Tania. Une panoplie de questions pour nous et nous y tâcherons de répondre. D'abord, sur le cadre général que tu mentionnes, des discussions qui sont en cours et depuis un moment déjà entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord pour résoudre la question bilatérale qui jusqu'ici a déterminé la Bulgarie à ne pas pouvoir accepter l'ouverture de la conférence intergouvernementale pour l'adhésion, pour négocier l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne. Je peux te dire que nous essayons d'aider avec tous les moyens que nous avons, la Commission européenne. Je prémentionnais le fait que la présidente von der Leyen, hier, quand elle était en Slovénie, a participé à un petit déjeuner avec le président du Conseil européen, Michel, et le Premier ministre slovène en présence de
du président bulgare et de son homologue nord-macédonien. La question était exactement celle-ci, de donner des impulsions aux discussions qui ont lieu entre les deux pays quant aux différents qui les opposent, parce qu'il est très important pour nous qu'ils trouvent une solution rapidement à cette question bilatérale pour éviter que cela retarde encore l'ouverture de la conférence intergouvernementale. Cela étant la situation, nous n'avons pas de commentaires à faire sur les dites de la partie bulgare parce que les discussions entre les deux continuent. En ce qui concerne la question plus générale et plus technique des passeports bulgares, je demande à Christian s'il a des précisions à t'apporter maintenant, et s'il n'y a pas de précisions spécifiques, il va revenir vers toi cet après-midi avec une ligne mise à jour dans les contextes que tu expliques et que tu as apporté en discussion par rapport à la Macédoine du Nord. En ce qui concerne Frontex, je regarde Adalbert, qui lui non plus n'est pas pour l'instant dans une situation d'apporter des précisions concrètes. Et il va aussi revenir vers toi avec des précisions pour le rôle de Frontex. Voilà, donc des questions très complexes auxquelles nous allons apporter des réponses, des substances cet après-midi. Tania, tu as une question de suivi et je te comprends. Sur le recensement, par contre, est-ce qu'il est acceptable qu'un pays membre de l'Union européenne dicte certaines conditions dans le cadre d'un exercice de recensement de la population d'un autre pays qui n'est même pas membre de l'Union européenne? Est-ce que pour la Commission, c'est acceptable qu'un de vos pays membres dise combien de Bulgares il faut qu'il y ait à l'issue de ce recensement, juste comme principe? Tania, il n'est jamais acceptable qu'un pays, quoi qu'il soit, dicte quelque chose à un autre pays, n'importe lequel, est en discussion. Donc, si tu me poses la question générale, est-ce qu'un pays doit dicter à un autre quelque chose, je te dirais non. Il ne s'agit pas de dicter, il s'agit de discuter, il s'agit d'approcher éventuellement des méthodologies, si les méthodologies sont en question, par rapport à un recensement ou autre chose, mais c'est à cela que je préfère me tenir à ce stade, d'une manière très 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 générale, parce que encore une fois, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur la discussion exacte entre les deux gouvernements. Tout ce que je peux réaffirmer est notre conviction que l'on peut trouver des solutions rapides et positives aux différends qui est en question et qui est en discussion par les deux pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? La Bulgarie, Macédoine du Nord. Ce n'est pas le cas, donc j'ouvre maintenant la discussion à d'autres sujets. Si vous en avez d'autres questions. Yes, I see that Augustine has a question. Augustine, go ahead. Also through our system online. Yes, hello. I have a question. Last evening, several TV stations across Europe broadcasted images from the Croatian-Bosnia-Herzegovinian border, where some uniformed people appear to push back the migrants and some violence against them. Apparently, there are similar cases in the borders of Greece and of Romania as well. So what's the position of Commission on this, and is this becoming a pattern across EU? And are you satisfied with the investigations so far that were promised from many countries to investigate those cases, because this is not the first time? Thank you. Thank you very much, Augustine. Indeed, we are concerned at the reports that we have seen, and Adalbert joined me on stage to provide your opposition. Thank you, Augustine. The videos and reports of pushbacks and violence at the EU's external borders that were released yesterday, that you referred to, are very concerning. Acts of violence and mistreatment of migrants, asylum seekers and refugees are unacceptable, and they must be investigated.
full respect of fundamental rights, in particular in the management of external borders of the EU, is essential to the European Commission, and the Commission strongly opposes any pushback practices and has repeatedly emphasized that any such practices are illegal and that national authorities have the responsibility to investigate any allegations with a view to establishing the facts and to properly follow up on any wrongdoing. In this regard, the Commission continues to have serious concerns based on evidence and reports presented by both the European Parliament and UNHCR, and the Commission is acting within its competencies to help address reports of unlawful activities at the EU's external borders. Any reports of systematic illegal practices or misuse of EU funds have, of course, to be rigorously investigated and, if warranted, result in appropriate actions. What I can also add is that this is, of course, something that's very much of concern to Commissioner Johansson. She is currently co-chairing a forum that Dana referred to at the beginning of the press conference, but she will be with you at 1 o'clock to also respond to questions. Indeed, very shortly. Are there any additional questions about this subject? Isabelle. C'est pas la première fois qu'il y a des révélations sur les pushbacks dans la presse comme ça. Il me semble qu'il y avait eu des enquêtes, notamment internes à Frontex, etc. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé après les enquêtes qui ont eu lieu il y a à peu près un an et demi. Est-ce que ces pushbacks ont été avérés? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Ou est-ce qu'une fois, on a quand même l'impression qu'il ne s'est rien passé, donc est-ce que cette fois-ci ça va être encore la même chose et comment on sort de là en fait? C'est une question qui sort un petit peu du cadre de cette enquête particulière. Sur le processus qui a lieu actuellement dans le cadre du conseil d'administration de Frontex, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des discussions au sein du conseil d'administration sur la suite à donner aux différents rapports et différentes allégations qui ont été faites concernant les actions dont l'agence participerait. Ces actions, comme tu le sais, ont été... ces rapports ont fait l'objet de préoccupations de la part de la Commission et d'actions de notre part afin de mettre ces questions sur l'ordre du jour du conseil d'administration de Frontex. Je peux te donner, si tu veux, après la conférence de presse, le calendrier des prochaines réunions du conseil d'administration qui vont s'occuper de ces questions, à la fois pour donner suite à ce qui a été initialement révélé dans la presse en octobre dernier, mais aussi à ce qui a été ensuite discuté dans le cadre du groupe de travail du Parlement européen, qui s'est aussi occupé de ces questions. Donc, tout cela pour dire que c'est encore en cours. Merci beaucoup. Isabelle, tu as une question de suivi. Par rapport à ça, tu dis c'est toujours en cours, mais est-ce que sur les pushbacks qui avaient été mentionnés, qui avaient été révélés en octobre il y a un an, est-ce qu'on sait si ces pushbacks ont été avérés ou pas? Parce qu'il me semble qu'à un moment, on était que quasiment tous les pushbacks, Frontex disait que ce n'était pas vrai. Ça, c'était pas exactement passé comme ça avait été décrit. Donc, je voulais savoir où on en était sur ces examens aujourd'hui. Merci. Oui, le conseil d'administration de Frontex a créé un sous-groupe de travail qui a regardé ces rapports de manière détaillée. Je peux peut-être te renvoyer les conclusions du conseil d'administration suite à la conclusion des travaux de ce groupe qui n'a pas, en très bref, n'a pas pu clarifier l'intégralité de ces rapports avec certitude. Et suite à ces rapports, un certain nombre de recommandations ont été faites par le conseil d'administration à l'agence et leur mise en œuvre est en cours. Merci beaucoup. Alain? Donc, pour que ce soit clair, si je te comprends bien, il n'y a pas eu de sanctions encore pour les pushbacks puisqu'ils n'ont pas été avérés selon ce que tu dis. Si tu veux bien préciser ça. Et alors, sinon, vous dites c'est la responsabilité des autorités nationales d'investiguer. Donc il y a deux choses. Il y a Frontex d'une part et puis il y a les autorités nationales. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur, donc dans le cas des pushbacks investigués,
par les autorités nationales s'il y a eu des résultats et éventuellement des sanctions. Merci. Donc, premièrement, sur Frontex, nous ne sommes pas dans le cadre d'un processus criminel ou d'une enquête criminelle. Donc, je pense qu'il ne serait pas forcément le plus pertinent de parler de sanctions. Ce qui a été fait dans le cadre du conseil d'administration, c'est un travail d'analyse et ensuite de recommandation afin de mettre en place ou d'améliorer les processus existants au sein de l'agence pour apporter plus de transparence, un meilleur suivi de ces potentiels rapports afin de permettre ensuite au management de l'agence de prendre des actions appropriées. Donc il s'agit en tout cas la priorité de la Commission dans ce contexte est qu'on ait en place une agence forte, une agence qui soit pleinement en mesure de remplir son mandat, ce mandat qui inclut des tâches de gestion de frontières, mais aussi évidemment qui doit s'exercer dans le plein respect des droits fondamentaux. Ensuite, en ce qui concerne des enquêtes en cours par les autorités nationales, je vais malheureusement devoir t'envoyer vers les autorités nationales, puisque la Commission ne dispose pas d'une vue d'ensemble de toutes les enquêtes nationales qui sont faites. Je crois par ailleurs que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne récolte quelques données là-dessus, donc je peux aussi peut-être t'orienter vers des rapports qui ont été faits par notre agence. Merci beaucoup, Adalbert. Je vois qu'il y a des mains levées online aussi. Donc, veuillez garder vos mains levées si vous avez des questions à ce sujet précis. Ça doit être le cas parce que toute la main reste levée. D'abord, Augustine, sorry, you have a follow-up question, I imagine, so you go first. Thank you. Sorry to come back again. I just wanted to ask, is Commission or anybody in the EU analyzing how those migrants came to Bosnia-Herzegovina in first place? This is a country or the region in Western Balkans that is surrounded by European Union. So practically it's almost impossible for them to arrive there without already passing through some other countries of European Union. And we saw in the latest report about analyzing visa liberalizations for some countries that some member states raised the issue of visa policy of some Western Balkan countries. So from some third countries, they can come to the Balkans without visa and then go to European Union. So I'm asking you because Bosnia-Herzegovina is becoming kind of a victim of all these policies, and refugees are gathering there and trying to pass them through Croatia to go to other countries. And it's a challenging also for Croatia that has the longest external EU border to control this border. Thank you. Thank you. Adalbert, anything you can say about our possibility to explore or discuss how the migrants would get there to those borders? Thank you, Augustine. I mean, it's rather difficult for me to give a full overview of how people move within the European Union and then into the European Union or together with our partners. What I can assure you of is that the European Union has a very close cooperation with our Western Balkan partners when it comes to migration management. And if you need more detail on that, I think Anna is probably the right contact to give you all the information on this. But it's of course an issue that we follow extremely closely. Thank you. I will now give the floor to David Carretta, also online. Oui, merci Dan. Adalbert, c'est pas la première fois qu'on t'interroge sur les refoulements de la Croatie, de la Grèce. Chaque fois, il y a des condamnations plus ou moins fortes. Chaque fois, vous dites que c'est la compétence des autorités nationales de vérifier les faits et éventuellement les sanctionner. Chaque fois, vous dites que les pushbacks, les refoulements sont contraires au droit international et, important, je crois, au droit européen.
Mais là, tu nous dis que vous ne faites pas le follow-up, vous ne vérifiez pas si les autorités nationales ont fait, font des enquêtes, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les autorités nationales ont fait des pushbacks, des refoulements, des politiques migratoires dans l'Union européenne, même si c'est illégal. Donc, je voulais te demander s'il y a moyen, en général, je ne demande pas dans le cas précis, mais en général, d'activer quelque sorte de procédure d'infraction envers les pays qui font des pushbacks, qui n'ont pas d'autorité qui interviennent pour les bloquer et qui, en fait, suivent ça comme politique migratoire dans l'Union européenne. Merci. Merci David. Adalbert. Merci David. Donc, il me semble normal que la Commission n'ait pas un rôle de supervision des autorités judiciaires nationales qui sont indépendantes et qui doivent faire leur travail. Ceci dit, je pense que je peux peut-être rappeler deux éléments qui seraient utiles dans ce contexte. Le premier est que la Commission travaille, que la Commission a pour priorité l'établissement dans les États membres de mécanismes de monitoring indépendants de ce qui se passe à la frontière. Nous avons travaillé en particulier avec deux États membres, la Croatie et la Grèce, sur leur mise en œuvre concrète déjà sur le terrain, et un tel mécanisme indépendant est déjà en place en Croatie. Il commence à fonctionner. Et la Commission a proposé, dans le cadre du nouveau pacte sur la migration et l'asile, une obligation pour tous les États membres d'établir un tel mécanisme à leurs frontières, avec l'objectif d'avoir vraiment de la transparence sur ce qui se passe aux frontières, mais aussi de permettre le traitement de plaintes. Alors évidemment, ceci ne remplace pas l'obligation des États membres en général de respecter les droits fondamentaux dans tout ce qu'ils font, mais c'est un pas opérationnel qui nous semble important. Et en ce qui concerne ta question très spécifique sur des procédures d'infraction, c'est quelque chose qui demeure, qui fait partie des prérogatives de la Commission, que la Commission n'hésiterait pas à utiliser si approprié et nécessaire. Merci beaucoup Adalbert. Permets-moi juste donc de tirer la conclusion, parce que toutes vos questions sont très pertinentes, et il faut établir clairement la division de rôle qui existe dans l'Union européenne. Je pense que ce qui est très clair est qu'au niveau juridique, il n'y a pas de doute, et nous le disons clairement, des pushbacks sont illégaux, donc c'est le cadre juridique. Au niveau opérationnel, c'est les États membres qui sont responsables de la gestion des frontières. C'est les autorités compétentes des États membres qui doivent suivre des cas du genre qui font l'objet de notre discussion, des alleged pushbacks, comme on dit joliment en anglais. Et évidemment que ce qu'il est important est de renforcer les possibilités d'avoir un monitoring indépendant pour plus de transparence sur ce qui se passe aux frontières. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'il est important que le pacte, qui est notre paquet des propositions et d'initiatives qui est sur la table des négociations avec les conseils et le Parlement, avance, parce que, encore une fois, c'est là que nous pouvons avoir un nouveau mécanisme, un nouvel instrument de dialogue, de monitoring et de transparence avec les États membres au sujet des activités de contrôle des frontières. I see another question from Caroline. Go ahead, Caroline. You need to change your mic source, I'm told, because we cannot hear you. So yeah. Okay. Yeah. Now it's good. Oh. Yeah, can you hear me now? Yes, we can. Okay, I've got a question concerning the funds Croatia receives from the EU for border management. According to media reports, the EU money to Croatia has gone into accommodation or equipment of officials who were involved in pushbacks. Is the EU going to cut those fundings? Thank you. Adalbert?
Thank you, Karin. For now, what I can give you as an answer is the general framework in which EU money is spent. It is our the Commission is closely monitoring the implementation of the Home Affairs funds in line with the applicable EU legislation, and in cases where beneficiaries of EU funding are found to be participating in any unlawful activities, the Commission may take any necessary measures, which can include the suspension of payments, termination of grant agreements, reduction of the grants, or application of financial or administrative penalties. This is the general framework in which we are, and of course, when it comes to a specific situation, this is something that we will need to consider carefully. Thank you, Adalbert. Nikolai. Yes, hello. Hi. I had a similar question, but on Lithuania, if I may. And I asked that question because today Frontex fundamental rights monitors said there have been at least 14 serious incident reports of collective expulsions in Lithuania. And I was wondering if the commissioner, when she visited Lithuania, had been made aware or has any knowledge of these collective expulsions, and if, and how this might affect or impact your assistance to Lithuania in this regard. Thank you. Thank you, Nikolai. I will have to get back to you on this because the news on this particular statement is still too fresh. Thank you, Adalbert. Are there any additional questions for Adalbert on this matter? Migration more generally? That is not the case, so no. Thank you, Adalbert. Any other questions for us today? Virginie. Oui, bonjour. C'est sur le Brexit. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment l'équipe de la Commission qui travaille sur la mise en œuvre, le suivi des différents accords, que ce soit accord de retrait ou accord commercial, est composée, combien il y a de personnes, comment ils travaillent, s'ils sont à plein temps, enfin bon, par rapport à l'équipe précédente qu'on avait sous Michel Barnier au temps des négociations. Merci beaucoup, Virginie. J'appelle Dan à te présenter en ligne générale, la structure que nous avons mis en place à la Commission pour s'occuper du suivi et la coordination du suivi dans le cadre de nos relations complexes avec le Royaume-Uni. Je ne sais pas s'il aura tous les chiffres sous la main, mais si ce n'est pas le cas, puisque tu as mentionné des chiffres, des nombres de fonctionnaires, etc., il va revenir vers toi avec des détails, mais il va t'expliquer le cadre général. Salut Virginie. Oui, il y a un service au sein de la Commission dans le secrétariat général qui s'appelle UK Service for EU-UK Agreements. C'est là où, en français, il y a le service pour les accords avec le Royaume-Uni, mais je ne sais pas exactement en français. Mais il y a un service qui travaille, qui travaille sur ces deux accords que nous avons avec le Royaume-Uni. Okay. Et ce service travaille étroitement avec le cabinet du vice-président Šefčovič, qui est le représentant dans le comité conjoint, par exemple. Je ne te demande pas le chiffre à 2 personnes près, mais et par rapport aux équipes d'avant, comment ils sont organisés, par thème, par je ne sais pas quoi, enfin bon. Dans le service, bien sûr, il y a un directeur qui s'appelle Richard Shostak. C'est lui le directeur du service. Au sein du service, il y a 2 équipes. Une équipe qui travaille sur l'accord de retrait, une autre équipe qui travaille sur l'accord de commerce et de coopération. Au niveau du chiffre, je ne sais pas exactement. Je vais revenir vers toi, je dirais une quarantaine, une cinquantaine. Au niveau de l'organisation, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est-à-dire, on travaille efficacement. Et de manière calme et concentrée. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions liées aux relations avec le Royaume-Uni, puisque Dan est sur scène? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Merci beaucoup. Are there any other questions for us today? Go ahead, please. It's just on Nord Stream 2.
just following some comments coming out of Russia yesterday, I just wanted to ask, what's the sort of understanding you have of the situation with its certification, and do you think speeding that process up would help stabilise gas supplies to Europe? Thank you very much. That's a question for Tim. Hi, thanks for the question. So on the certification process for Nord Stream 2, it's all set out in the regulation. So they need to submit a request for certification to the German regulator before it can start operations. And the German regulator, the Bundesnetzagentur, is required within 4 months to take a decision, a draft certification decision, which it will then submit to the European Commission. The European Commission then has 2 months to react and give its opinion on that draft decision. And then the German agency, the Bundesnetzagentur, has to take into account the Commission's opinion. So it's a process which is set out in legislation, which takes the time it takes. And I don't have any particular comment to make on speeding up or slowing down. It's regulation takes its course. Thank you, Tim. Are there any additional questions for Tim on energy-related matters? I believe that Rainer has a question on this because I see his hand raised online. So let's give Rainer the floor. I refer to yesterday's plenary session in Strasbourg. EU Commissioner Kadri Simpson announced to propose a strategic gas reserve, and I would like to know when. Will it happen next week, when the Commission will propose its toolbox, or will it be in December, when the Commission will propose its reform for the gas market? Thank you very much, Rainer. I will give the floor to Tim to elaborate more on what the Commission has said, but I can only remind you that indeed we have announced that next week the Commission will propose a communication on energy prices, where we will consider the short-term measures that member states can take at the national level in order to alleviate the burden on consumers stemming from the spike in energy and electricity prices. And we will also make, perhaps refer to longer-term reflections on how to address the issue in a structured way. But on the rest, on the Commissioner saying this yesterday. Yeah, I think not much more to say. I mean, Dana has given you the context of where we are in terms of the actions that are being taken. The Commissioner's remarks are online, so I can point you to those for a direct quote. But I will just point you to one line where she says that by the end of the year, we'll propose a reform of the gas market, and we will review in that context issues around storage and security of supply. So, of course, we have that package coming up. But that's, of course, not to prejudge how far we may or may not go in the upcoming energy communication. So it's an issue which we are looking into, which we've been asked to look into, but too early to get into specifics. Thank you. Rainer, you have a follow-up question. Go ahead. The Commission analyze eventual market manipulations in the gas market or in the ETS market? Thank you. I think, again, Rainer, you're asking us a week too early, those kind of questions. The Commissioner spoke in the Parliament at length yesterday and set out what we can say at this stage. Executive Vice President Timmermans also discussed this issue in the Environment Council, and his remarks are also published in relation to the ETS as well. And as you know, the President has also spoken in the margins of the informal council this week. So there's plenty out there in terms of what we can say at this stage, and I'm not going to go beyond what those three members of the College have said. Thank you, Tim. Are there any additional questions for Tim? This is not the case, so thank you. And we can now open the floor to take additional questions. Yes, Hans. Hans, for some reason, we can't have you on the line.
we give it one more try. And otherwise, I will give you the floor later, hoping that you can sort out your mic problem in the meantime. No, we cannot hear you, so then wait a bit, try to sort out the issue, and I will get back to you. And in the meantime, I would like to give the floor to Tommaso. Thank you very much for the floor. Tommaso Lavotti in Kronos, Italy. It's just a question about Facebook, because I don't know if you surely have read the hearings in front of a US Senate committee by a former executive of Facebook. She said some worrying things about the practices of the company. The company appears to favor profits over the safety of the content its algorithm promotes. I wonder if the Commission is thinking about these issues and if you are going to intervene in some way, because Facebook, it's not the first time we see this. It's becoming increasingly a problem for the public debate and democracy. Thank you. Thank you very much, Tommaso. Indeed, the Commission is thinking a lot about big tech and is acting a lot as well. I invited Johannes on the stage to provide an answer to this one. Yes, thank you, Tommaso. And maybe let me start by maybe reminding you that Commissioner Breton and Vice President Jourova met with the whistleblower yesterday, and they also tweeted on this, and so you'll find their readout publicly available if you want. But more generally, as a Commission, our position is very clear here. The power of major platforms over public debate and social life must be subject to democratically validated rules, in particular on transparency and accountability. These issues are of paramount importance in the digital space for Europeans and are at the heart of our legislative proposal, the Digital Services Act, about which you have spoken a lot in this room already, which we presented in December 2020 to regulate platforms such as Facebook and their content moderation practices. We took note of the investigative work regularly published over the past weeks on this matter. So as Dana said, we follow this very closely. And this reporting covers accountability and transparency of platforms as well as risks to vulnerable individuals and society at large. The DSA will, for the first time, bring one set of rules throughout the entire EU, setting a high global benchmark by defining clearer responsibilities and accountability for online platforms, such as social media and marketplaces, tailored to their respective role, size, and impact in the online ecosystem. It will protect users and their fundamental rights, rebalancing the responsibilities of users, platforms, and public authorities according to European values, placing the citizens at the center. And if I may add one last remark, the entire issue is also one that will be discussed within the TTC. The fact how platforms should be regulated is one of the topics that are among the topics of the 10 working groups that are discussed between the US and the EU in this format. Thank you very much, Johannes. Are there any additional questions on this issue? I do not see any, so are there any other questions for Johannes, more broadly? Not the case either, so thank you, Johannes. And we will give another try with Hans. Yes, hello. I hope you can hear me now. All good. You can hear me, indeed. Yeah, good. Sorry about this. I'm just walking around to the European Parliament in Strasbourg, and I tried it with my phone, and it didn't work, but now I've got the computer here, so good, it's working. I've got a foreign policy question, and I hope you have an answer. It's on Rwanda, because the European Parliament will debate and vote this afternoon on the case of Paul Rusesabagina. I hope I pronounced his name correctly. We know him better through the movie Hotel Rwanda, who has been arrested last year in a move that recalls a bit what we saw with the Ryanair flight hijacking in Belarus. And so he was recently on the 29th of September
convicted to court. I believe Belgian authorities and also the US State Department have condemned this. The European Parliament plans to condemn this. I'd like to know the position of the Commission or the EES on this case, and also since the European Parliament resolution is calling on the EES to take action in dialogue such as the Cotonou Agreement or post-Cotonou Agreement with Rwanda, I'd like to know whether there are actually actions that the EU is planning to take following up on the arrest and now the conviction to 25 years of Mr. Rusesabagina. Thank you. Thank you, Hans. Nabila, for you. Thanks a lot, Hans, for your question. And well, I mean, as you can imagine, the debate just took place now, and it just ended now as you were following it. So on the step forward, I might not be well placed for the moment to answer you, but on the outcome of the trial, we have taken note of the verdict finding Mr. Rusesabagina guilty of terrorism-related charges for which he was sentenced to 25 years of prison. We have also taken note of the verdict against his co-accused. We have also, we understand that Mr. Rusesabagina has the right to appeal the verdict and will continue to follow this case. We are aware of the reports that Mr. Rusesabagina did not receive a fair trial, especially with regard to his right to defense. And we have consistently made Rwandan authorities aware of our expectations that the rights of Mr. Paul and his co-accused to due process and fair trial be fully respected. Thank you very much, Nabila. Hans has a follow-up question. Go ahead, Hans. Yeah, I see we're both struggling with the name, but I think you pronounced it correctly, Rusesabagina. So apologies to all Rwandans online, maybe. But just my follow-up question on the specific point, also on the arrest, the detention of a flight. I mean, we've seen this with Belarus, and we also seen the circumstances here, how Mr. Rusesabagina was arrested last year. Do you have any comment on this? And then also the resolution, I agree, it's not been voted yet, but there are clear demands coming from the European Parliament for the EU to step up its actions here. So I see you're taking note. Is there anything further planned apart from engaging with the authorities and stressing what you just said? Thank you. Look, Hans, we have consistently made Rwandan authorities aware of our expectations that the rights of Mr. Rusesabagina and his co-accused to due process and fair trial be fully respected. Our concerns were expressed in general on the accused access to information and time for preparing his defense. The EU has also acted in accordance with its mandate and capacity because, as you know, this is a case that has to do with certain certain member states, and the EU has acted in accordance with its mandate. So we have engaged with the Rwandan authorities and raised the case, including at the highest level. The competent Belgian authorities have had regular consular access to him and kept us informed, and we have monitored the trial both in the courtroom and online. Apart from this, there's not much more I can say, I'm afraid. Thank you very much, Nabila. Are there any additional questions for Nabila today on foreign affairs matters? I do not see any. Thanks, Nabila. And now I will open the floor to any other questions that you have for us today on other topics. I do not see any further interest. Yes, I see a question from a colleague from Portugal. So that's probably the last question that we are going to take today. To let you go afterwards to the press point by Commissioner Johansson. So go ahead. Public radio. I just would like to ask about the fund, the EGF, the European Globalization Adjustment Fund. I would like to confirm that this is the first time that it's being used with the Basque metal sector, and I would like to know if it's for an enterprise, if is the job, the work agency, the one that is going to decide
who is going to be benefited from this fund? Thank you. Thank you very much. That's a question for Vale, who will join me to give you the answer. Yes, thank you for your question. So indeed, today the Commission funded 1.2 million to support 300 dismissed workers in the Basque metal sector under the European Globalization Adjustment Fund for displaced workers. And what this will do, it will help these workers find new jobs through further education or training, or to start their own business. And like you say, this is the first application of this fund under the new regulation for the 2021-2027 period. Thank you very much, Vale. Are there any additional questions for Vale today on the matters that she covers? I do not see any, so I would like to conclude our midday briefing today to give you the time to connect to the press point organized by Commissioner Johansson at 1 o'clock. So stay tuned for that. Thank you very much and see you tomorrow.